الزول في اللون أذم بوسكين ديون بوذم تيديرن يدير ذي قسنطينة مشاغلول ذي فرنسا ذا ميرو يكون فمزروية ما سينيسا ماشي ما سينيسا نتليث هذيك يلا ما سينيسا يسقف لديكم زروي وقبل الجدوديس سي الجدوديس غضا القانون نعطي ميزين في صغبعة 4 سيكل افون جوزي كري الما الثالث نيوغوثن مشار إفكياس أكيد تولي مكاكين أزول ماسينيسا أو بيي دو ماسيلس هذه يون بوذليس ماشي ذا ذليسا دي كرونيك رومونسي ذي ذليسن كاكين 10 يحريشن يروح السي ثالث غرفايض عندك كان يسكندك وشوي ضغان دي كي تدنيغ دي ثالث ندير أربعة القنوس أربعة في ثالث نعيسى ألما الثالث نيوغورت وكين دماس دونيس شتين كين تيدن جينا ماينير أزول لك. Merci, bonjour à vous et merci de m'avoir invité. دوني شتين يمس تمسيحيت فرنسيس مش بس زيرير إلى دي فيدراليث فرنسا لفلان دي 80 ألزاس 62 متر كان الجيرا فرنسا دغايا ديك شمتاموت دي بنو ثاموت دغا دينا ديك دوني شتين يكمل لك القرايه لا سلامه يفرد سو كان ذاس الدبلوم دي تزاويت الجزائر ثيران بس الماذن غرمي وين دي تزاويت كونستانتين تاني لا دعني ذا نغماس ذا كرونيكور جورناليست كرونيكور بواطاس نغميس نكاكين ديال الجزائر وين كني يغال مي كيروح فرنسا 84 ايوا كني دي تشارميس يغال يخدم دي قلنا كاين تايوالت اكد زنزون غلان استراتيجيين فومضينين مازال تيدينير فرانسيست دوني شتي لا poursuivi en France des études en communication, commerce international et en stratégie digitale. عندها يغال يخدم تقول راكين يتناذي ويخدم تقول راكين نسفريك استراتيجيين كومبانيين مانجمنت استراتيجي دي زونتربريز سي 6 يغال يستغرميس يخدم كان تقول راكين يسعى اين منقارن لوفغي اين مقارن للوازير على باسيون فرانسيس يثيرا ومزروي لدغا اين يشدن غا مزروي مازيغان دي ثالث نيطاق في عيني منقار لونتيكيتي ليستوار دو لونتيكيتي بربر لدغا يشدن غا ثقل ذا النوميدير دوين يشدن غا ثنباط قلان تسداو الماسينيسا قلي ذا النور ذا يوغونثن ذويا جاكيتي جان يراد أذليس كيون دني غاكا ثورا فلاس ويني مفكار أزول تيكت نظام ماسينيسا أو بيي دو ماسيلس ديفرون دي زوج آلاف كني 17 تزريقين كاسبار إيكوغالن غا تزريقين كيكير ن أمازون Denis Chtir, qui je viens de vous présenter en kabyle, j'imagine à peu près vous avez compris. Comme vous êtes un locuteur principalement en langue française, vous avez fait vos études et votre carrière notamment dans cette belle langue française. Ça serait bien de nous résumer en français c'est qui Denis Chtir. Alors, merci. Je suis né en France pendant la guerre d'Algérie. Mon père était au FLN, comme vous l'avez dit, et à l'indépendance, il était zonal de l'Alsace-Lorraine. Et donc, il a fait de la prison. Il s'est retrouvé évidemment impliqué dans le conflit. Ma mère est d'origine française. C'est pour ça que je porte le prénom Denis. Et d'ailleurs, quand je vais partir en Algérie en 62 à l'indépendance, ma famille va me donner le prénom de Mourad. Donc, j'écris aussi sous le nom de Mourad Cheti chez Casbah Édition en Algérie. Donc, j'ai préféré récupérer ce pseudonyme pour mon compte d'écrivain. 62, je fais toutes mes études en Algérie. L'école primaire à Kolo, c'est une petite ville au nord de Constantine. Et après, de 65 jusqu'à mes études universitaires à l'université de Constantine, où j'ai fait des études de civilisation et où j'ai enseigné brièvement, donc ça je l'explique aussi dans mes interviews généralement, ça a été une courte durée parce que malheureusement,
C'était les années 80 et je voulais travailler sur une perspective doctorale sur l'histoire des Berbères. Malheureusement, ça m'a été refusé par un comité de post-graduation. Et comme j'avais une double nationalité, je ne suis pas trop fait. Je me suis dit un jour, je viendrai en France, je soutiendrai avec mes propres deniers plutôt que d'utiliser une bourse d'État et de, et de travailler sur un domaine qu'on m'avait imposé, qui était la période médiévale à Constantine. Moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà, quand je vous ai dit, en 62, je suis arrivé en Algérie, en pleine famille musulmane, évidemment. Donc, moi, je suis né chrétien. Mon père, mon grand-père était prêtre, donc j'ai appris la Bible avec lui. Et je suis tombé dans une culture qui n'était pas la mienne. Je ne parlais pas arabe. Et j'ai appris très vite grâce Ni à le, l'école ni le coranique. berbère, ni le berbère, bien évidemment. Ni le berbère, quoique dans ma famille, on le baragouinait un peu, mais c'était plutôt de l'arabe. Mhm. D'ailleurs, j'avais 6 7 ans, j'étais très curieux par rapport à tous mes cousins qui étaient dans leur environnement naturel. Moi, j'avais ces 6 7 années à rattraper et donc j'étais curieux et j'étais même péniblement curieux parce que je posais trop de questions pour connaître déjà mes origines. Donc moi, je vois à Kolo, par exemple, sur le cap Bougaroun, tous les villages, c'est des villages qui ont une origine berbère. Tamanart, Azgar, Agur, Taballot. euh, et donc, j'ai demandé à ma famille, mais on est de quelle origine? Et ma famille me dit, mais tais-toi, nous sommes arabes. Pourquoi tu veux chercher à comprendre? Et je leur dis, mais ça sonne pas arabe pour moi, parce que je venais d'apprendre l'arabe dans l'école coranique, et tous les noms aux alentours, c'était des noms berbères. Donc, première inquiétude, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me ment? Donc, c'est une question que j'ai laissée en suspens, et je me suis dit que Au justement, fait, Monsieur Denis, j'aimerais bien que ce soit un échange. C'est les mêmes questionnements. Une fois, j'ai assisté à une conférence de fameux écrivain, le regretté Ket Biassine, à l'université de Babzouar. Et on est venu nous faire une conférence vers le début des années 80. Il nous a dit la même chose. Il se croyait arabe, lui aussi, il est de Constantine, comme vous, de ces environs-là. Donc, il se posait des c'est questions. ça. Et son père, qui était un imam, il lui disait, nous sommes des Arabes, alors qu'il voyait il est venu en mission en Kabylie. Il voyait une petite fillette en robe kabyle avec une ruche. Dans la mer, elle lui a parlé de lui en lui demandant donnez-moi de l'eau en arabe. Elle ne comprenait pas. Et à ce moment-là, il était enfant. Il s'est posé la question comment ça se fait qu'elle ne comprend pas l'arabe alors que ma mère lui parlait en arabe. Donc, c'est à partir de là qu'il commence à se poser des questions comme vous, exactement. Oui, bah, les questions ont le mérite quand elles sont posées, pour certaines personnes, notamment pour ma curiosité personnelle, d'aller jusqu'au bout pour comprendre pourquoi déjà. Donc, toutes ces questions-là, je les ai résolues dans mes livres. Pourquoi est-ce qu'on occulte le fait d'être berbère? Tout simplement parce que c'est peut-être la honte d'avouer que le berbère est diminué par rapport à l'arabe qui, lui, grâce à l'islam, est venu apporter une valeur ajoutée à notre pays. Euh, mais ça, je l'explique. Alors, c'est pour ça, quand je parle dans mes chroniques de notre histoire, finalement, je règle mes comptes avec ma propre histoire, l'histoire de ma famille. Donc, ma famille descend d'une tribu qui s'appelle les Wishawer Refiya. Ce sont des Chaouis de la côte, du littoral du nord du Cap Bogaroun jusqu'au Cap de Fer, jusqu'à Seraïdi à peu près, hein. C'est la zone sur laquelle ma tribu, elle opérait, déjà à l'époque de Massinissa. C'est vrai, d'ici les environs de Guelma actuel, hein, c'est ça? C'est plutôt le nord, sur la côte. Ah, le nord, ok. C'est le littoral. Littoral, ok. Et les Wishawa gardaient les caps de la Numidie, il y en a 7, pour surveiller les bateaux et aller avertir après les autorités. La capitale étant Khertan, c'était Constantine aujourd'hui, où le pouvoir royal était maintenu. Donc cette curiosité m'a amené déjà à découvrir pourquoi ce mensonge, mais qui est un mensonge pas volontaire.
c'est un mensonge. On disait aussi, ben, nous, Jaïn Saqiya al-Hamra. Donc nous venons de Saqiya al-Hamra. Or, j'ai compris plus tard que Saqiya al-Hamra, c'était un fief de prédicateurs berbères qui ont reconquis à leur manière l'islam. Ce qu'on appelle, Denis, ce qu'on appelle les marabouts, les marabouts en Kabylie. C'est ça, les marabouts. Et les marabouts, bon, Ils sont venus même jusqu'à la Kabylie chez nous, hein, d'ailleurs. ils ont écumé toute l'Afrique du Nord, de toute façon. D'accord. Après, donc, évidemment, je me suis spécialisé en civilisation américaine dans un premier temps, et j'enseignais un module à des étudiants qui ne connaissaient pas leur propre histoire. Et à cette époque-là, dans les années 80, les licences de lettres, elles étaient faites sur 3 ans, et se posait la question d'une quatrième année qu'il fallait rajouter pour faire des équivalences avec les diplômes, les autres diplômes, les autres licences algériennes qui étaient de 4 ans. Et j'ai proposé au recteur de l'époque, qui s'appelle Brerhi, d'ajouter donc. Devenu ministre, ministre de l'enseignement supérieur. Ouais. Exactement. À l'époque, il était recteur à Constantine et il a demandé aux enseignants de faire des propositions. Et j'étais dans le comité, dans la commission pédagogique universitaire, et j'ai proposé justement de combler cette lacune en enseignant un module sur un semestre de civilisation berbère. Alors, je ne l'ai pas appelé comme ça au début parce que on ne savait pas très bien ce qui se passait à Tizi Ouzou à l'époque. Évidemment, il y avait un remue-ménage. J'avais assisté à la conférence de Mouloud Mamri à Constantine, qui s'est très très bien passée d'ailleurs, je le précise. C'était avant le printemps berbère de 80 ou après? Quelques semaines avant. Cette même conférence, on l'a su, elle a été interdite à Tizi Ouzou. Et ça, donc, bon, ça, c'est aussi d'autres questionnements. Mouloud Mamri, que j'avais revu à Paris quelques années après, avec lequel, donc, avec un comité d'enseignants, on a discuté un tout petit peu après la conférence, pour être d'accord que quelque chose est occulté dans le pays et de trouver le moyen sans heurter, sans rentrer, si vous voulez, directement en face du diktat, entre guillemets, de la politique et de l'éducation algérienne, d'expliquer que nous avons une histoire et comment faire d'une manière intelligente pour faire passer cette histoire par des truchements pédagogiques, dans les écoles notamment. Et donc, on m'a refusé, donc j'ai fait un projet d'études doctorales qui m'a été refusé. Donc, j'étais devant une commission où il y avait une seule personne, c'était le responsable de la post-graduation de la fac qui était universitaire. Les autres, j'imagine que c'était c'était un membre de la SM, un membre du parti, un membre de la 5e région et une autre personne. Il y avait 5 personnes en face de moi. Donc, je me suis dit, un jour ou l'autre, de toute façon, comme je suis têtu comme un berbère, comme un chaoui, je viendrai par mes propres moyens en France pour la soutenir. C'est ce que j'ai fait quelques années plus tard, enfin très, très vite, hein, 84, j'ai fait mon service militaire en Algérie. J'ai découvert énormément j'ai fait également l'école des cadets et j'ai enseigné à Chachel en tant que militaire. Hein. Et j'avais compris à cette époque-là que nous détenions des documents, mais qui n'étaient pas accessibles au public. Alors évidemment, il faut être passionné déjà de l'histoire de l'Algérie. Il faut être non seulement passionné, mais vouloir, pas dévoiler, mais retrouver les origines. Pour la plupart du temps, qui sont devenus des histoires, qui sont devenus des sujets même de complaisance pour certains. Donc j'ai travaillé sur Massinissa. Malheureusement, je n'ai pas soutenu ma thèse. Pourquoi? Parce que simplement à cette époque-là, il fallait que je paye mon loyer pour des besoins de tubes digestifs.
J'ai fait un master, un DEA en communication des entreprises à Paris et j'ai ouvert tout de suite ma boîte de communication. Et puis, donc, j'ai travaillé autre chose. Donc, comme vous l'avez dit dans votre intervention, j'ai fait du commerce international, j'ai fait un master en stratégie digitale et en web marketing. Et donc, du coup, pendant toutes ces années-là, presque une quarantaine d'années, l'histoire s'est restée, ou notre civilisation s'est restée une passion. Cette passion-là, elle se cultive parallèlement à ce que je faisais comme activité professionnelle. Hein. J'ai jamais laissé tomber. Pourquoi? Parce que, j'en avais besoin pour m'affirmer ou affirmer ma personnalité. Et, euh, et jusqu'à un certain moment, je l'ai gardé pour moi. C'était une autosatisfaction. Jusqu'au jour où j'ai atteint mes 60 ans et il m'est apparu nécessaire de transmettre ce que j'avais. C'était ridicule de le garder pour soi sans faire bénéficier, comme vous l'avez dit, les nouvelles générations. Mais moi, j'attends pas les nouvelles générations. J'espère que les générations d'aujourd'hui vont prendre connaissance du message que je transmets. Évidemment, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité. J'utilise une approche intuitive pour combler les trous dans notre histoire, mais je le répète, j'utilise ce qu'on appelle une chronique romancée, qui part du principe qu'il y a d'abord des dates qui ne sont pas fictives, ce sont des faits historiques. Et entre ces faits, évidemment, ces trous, je les comble par de la fiction. Mais entendons-nous bien, cette fiction, il y a une approche intuitive de la vérité. Mais c'est une version, c'est une hypothèse. Ce n'est pas la vérité absolue. Maintenant, j'invite les autres auteurs ou d'autres personnes à venir combler ou à apporter une contradiction. Alors, vous avez peut-être une question, non? Oui, justement, j'allais vous poser une question. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça serait bien qu'il y ait un échange. Donc, vous avez écrit en 2017 un livre que vous avez intitulé Massinissa au pays des Massiles. Tout à l'heure, on revient sur c'est quoi ce nom-là, Massiles. Donc, c'est un livre que vous avez signé au nom de Denis Chiti, mais que vous avez republié plus tard aux éditions Casbah sous le nom de Morad Chiti. Vous l'avez bien expliqué, c'était en 2021. Vous avez écrit des chroniques romancées. C'est quoi la différence entre roman romancé et chronique romancée? La différence, elle tient du fait que la chronique romancée, elle suit scrupuleusement le fait historique, les dates, les décès, les naissances, la prise de pouvoir de tel ou tel roi ou telle tribu ou tel. Ça, c'est scrupuleusement respecté. Mm. Euh, un roman historique, c'est un prétexte autour d'un personnage ou d'une histoire et on brode autour. Ici, Donc, vous prenez des faits réels et que vous allez les épicer avec des belles histoires autour, c'est ça? absolument, c'est pour vulgariser un peu l'histoire, D'accord. parce que finalement, elle est inculte. Ou alors, si vous voulez, le résultat de mes études doctorales, je les ai mis sur Internet. C'est sur un site qui s'appelle siles.pi.fr. Donc, ma thèse que je n'ai pas soutenue, je le répète, elle est déjà déposée sur Internet et elle est accessible gratuitement. Sauf qu'elle est insipide, elle est trop académique et inaccessible ou accessible uniquement à des érudits ou des gens Mhm. qui veulent faire des recherches un peu poussées. Mon objectif, c'était de passer de ce stade-là académique à un stade plus accessible à des étudiants, parce que j'enseigne toujours. Donc ce souci, c'est de pouvoir leur expliquer un peu leur histoire, comme si j'écrivais une bande dessinée finalement. Vous avez inversé tout à l'heure, j'ai commencé à publier chez Casbah Édition, où j'ai rencontré notre regretté Mouloud Achour, qui est devenu un ami plus tard, et qui était lui donc passionné par ce que je faisais, et qui m'avait pris par la main, qui m'a corrigé, qui m'a aidé, et qui m'a aidé à structurer
parce que le contenu, finalement, je l'avais, ça fait 40 ans que je travaille dessus, mais il fallait juste que je crée des bulles, comme une BD, que je crée des dialogues, hein, pour alléger le contenu du travail. Et Ma c'est ce que j'ai. recherche, Denis, ma recherche sur Internet m'a fait dire comme quoi vous avez écrit en 2017 chez Amazon le roman ce de Denis Chité, et en 2021, comme vous le voyez sur cette figure-là, cette image-là, c'était Casbah Édition. Donc, c'était l'édition Amazon qui est sortie en premier, ou c'est celle de Non, non, Casbah? non, non. C'est le problème que j'ai, ou que je rencontre avec Casbah Édition, c'est qu'ils sont très lents. J'avais promis à Mouloud Achour Allah yarhamou, d'écrire une chronique par an. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu une grève du papier, il y a eu Parfait. ceci, cela, ce qui fait que moi, j'ai eu peur de mourir sans, sans terminer mon travail. Euh, Moi, j'écris à peu près 2 romans par année. Hein, c'est à peu près ma vitesse de croisière. Passionné, j'écris énormément. Je ne fais que ça d'ailleurs, c'est en dehors de mon travail. J'ai allégé mes cours justement pour être disponible pour l'écriture. À ce jour, j'ai terminé les 10 chroniques romancées qui retracent l'histoire de la Numidie, le royaume de Massinissa, sur 7 tomes, et une trilogie sur Yogurta, jusqu'à la mort de Yogurta et la prise du contrôle des Romains sur le pays, sur la Numidie. À ce jour, donc, j'ai terminé mes 10 chroniques romancées, et actuellement, je continue sur une autre période, c'est la fin de l'Empire ottoman et le début de la colonisation française, toujours sur un fond de résistance du peuple numide ou du peuple berbère contre les occupants. Donc je reste persuadé que bon, c'est intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. On me dit qu'en Algérie, par exemple, les gens lisent de moins en moins, mais j'ai confiance parce que j'ai un lectorat. Donc il y a des gens qui s'intéressent à cette partie de l'histoire. Alors, j'ai 2 objectifs quand j'écris, essentiellement quand il s'agit de l'Antiquité. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont écrit sur les Berbères, ce sont essentiellement, et quand je dis essentiellement, c'est la plupart, ce sont des auteurs colonialistes. أي سوفم أذهب ساكن شويط أهل كين نعتذي وني ذكر دسمال نكذو مارو دونيس جتين إوا كان أو ندينير ميلا تفغام أو دناوين أوغان نواهيلن إيشفان تذي وني ثكين ذواني الزمغا مسلم ذم أمزروي ثسنا ثذمسا أسكاسين أين نظن إيه ذو لقرار كما فوس سنتلت وماشي ذين إقوارن أطاس ذو لقرار أتزدين كان غوم أطافكي تي كيو 5 ميديا أماكا. Quand on voit le titre, pour rester à peu près dans le livre, parce qu'on ne peut pas aller dans toutes les directions. Malheureusement, j'aurais aimé avoir abordé toute votre carrière littéraire. Vous avez écrit, comme vous l'avez dit, plusieurs livres, romans autour de l'histoire de la Numidie, compris jusqu'à la période ottomane, pour rester dans ce livre sur Massinissa. Donc, vous l'avez intitulé, donc, vous avez mentionné le mot Massiles, alors que déjà il y a la confusion avec ce qu'on appelle les Massiles et les Massaïciles. C'est quoi? Pourquoi Massiles? Massiles, c'est un prénom ou c'est un peuple comme les Massiles ou C'est c'est une faute de prononciation parce qu'on devrait dire Mess, Illes étant le fils d'Ailimas, par lequel est venue une scission chez les Numides. À l'époque de Ailimas, dans en remontant l'histoire, c'est le premier Agellid, le premier qui n'était pas un roi. Un Agellid, c'est plutôt un chef qui est il est cautionné par d'autres chefs pour en faire un chef, le chef des chefs. Mais c'est pas un roi. c'est quoi le lien qu'il avait avec Gaïa, le père de Massinissa, qui est le premier roi, en fait, si j'ai bien compris? Non, le premier roi, c'est Massinissa, qui va gagner sa royauté par l'aval des Romains. On avait pas C'était pas Gaïa, son père? Gaïa, c'est son père. Mais Gaïa, c'était un Agellid. Aguilé de roi, c'est ça? Non, le roi, c'est un pouvoir monarchique.
Chez les Berbères, on n'avait pas ce pouvoir-là. La Guellide était désigné, il pouvait rester à vie, mais il pouvait être contesté par d'autres personnes sur sa manière de gérer, sa manière de prendre des décisions, sa manière d'être. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de pouvoir monarchique. D'ailleurs, je l'explique dans le premier roman, qui s'appelle donc Au pays des Mess Illes. Mess, c'est les enfants d'Illes. Les Messei Illes, c'est ceux qui n'ont pas suivi Illes. Parce qu'à un moment donné, on a, chez les Numides, on a une transmission agnatique qui consiste à donner le pouvoir à le plus âgé de la fratrie. Quand un chef meurt, c'est celui qui est le plus âgé de la fratrie qui reprend le pouvoir. La transmission agnatique est la preuve quand Gaïa meurt, c'est son frère Ulzahsen qui reprend le pouvoir. C'est pas son fils. Quand le père meurt, c'est le cousin de Massinissa qui est né quelques minutes avant lui, qui prend le pouvoir. Donc c'est une transmission agnatique qui est respectée depuis la nuit des temps, on va dire. Sauf que les Massei Illes ont voulu plutôt, s'inspirant des Romains ou s'inspirant des Carthaginois, prendre le pouvoir par la lignée justement monarchique. Donc le père laisse à son fils, etc. Et donc, Pour être plus clair, hein, ce qu'on entend dans l'histoire par les Massiles et les Massailes, c'est au fait, c'est Massiles et Massailes, c'est ça? voilà, ça vient d'Illes. Donc c'est ceux qui ont suivi Illes et ceux qui n'ont pas suivi Illes. D'accord. Euh, et ça, c'est chez les Numides. Hein. Les limites, ouais. Chez les Maures, Bagaille jusqu'à Bocchus, c'est autre chose. C'est différent. Moi, je ne parle que de la Numidie. Alors évidemment, dans le premier roman, je trace un peu l'histoire de ma tribu, donc qui est donc ma tribu d'origine, jusqu'à la fin, et ça correspond à la guerre des mercenaires à Carthage. Je vois l'histoire de deux manières. Donc, un, décoloniser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Décoloniser, pourquoi? Parce que ce sont des auteurs essentiellement, majoritairement étrangers qui ont écrit sur les Berbères et qui ont minimisé le fait berbère, comme si on n'était que de vulgaires auxiliaires dans l'histoire. Donc ça, c'est mon premier point de vue, c'est de redonner de la valeur au substrat berbère dans mes écrits. Le deuxième élément aussi, donc c'est d'abord décoloniser, mais aussi démystifier, parce que j'ai eu accès pendant toute ma carrière à l'histoire orale ou à la tradition orale, notamment dans une grosse partie que j'ai puisée dans ma propre tribu. Elle exagère le fait. Donc voilà, mes deux objectifs, c'est à la fois décoloniser notre histoire et démystifier cette histoire de façon à la présenter d'une manière inédite au lecteur. Denis, vous avez écrit dans votre de quatrième couverture, cette histoire inédite est focalisée sur la tribu de Massiles avec Élès, qui est le fils d'Aïlémès, premier des Aguilides connus dans l'histoire berbère, rencontrant Aristoclès, le futur Platon à Syracuse en Sicile, alors terrain de conflit entre Carthaginois et Grecs. Est-ce qu'on parle du Platon le philosophe? Absolument. Mais Alors là, Platon le philosophe, il est né 4 siècles avant Jésus-Christ, alors que l'époque des Massiles, c'était à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? non, Non? non, 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 au contraire. C'est pour ça que je précise Ah, que ah. j'écris des chroniques historiques. Ce n'est pas un roman. C'est Alors, Massinissa c'est ça qui est né vers 2 siècles avant Jésus-Christ, mais par contre, les Massiles, c'était bien avant, c'est ça? absolument. Alors, D'accord. comment ces deux faits me sont venus à l'esprit pour les faire réunir ensemble? C'est que pendant la même période, je sais que Platon a été prisonnier ou esclave, entre guillemets. Il a travaillé dans une bibliothèque à Syracuse à l'époque de Denis le Tyran. Et à cette même période,
le fils d'Aylimas a fait partie on va dire, de la troupe carthaginoise qui ont envahi une partie de l'île et qui se sont retrouvés aussi prisonniers là-bas. Et je le raconte avec détail dans le roman. Et donc, il m'est apparu nécessaire de faire intervenir ces deux personnages pour expliquer à la fois pourquoi les Berbères et les Grecs ont un amour profond de la philosophie, et deuxièmement, qu'il y a des similitudes entre les deux cultures. Et donc, Platon n'a pas pu inventer l'histoire, par exemple, de l'Atlantide, sans que mon personnage, Illes, puisse le lui révéler faisant partie de nos traditions. Comment je fais rencontrer ces personnages? C'est vrai, c'est le début du roman, hein. Ça commence comme ça. Et on va dire que la fiction m'aide beaucoup à concrétiser ce qui aurait pu être une réalité, mais une réalité tout à fait concrète, pardon. On peut imaginer ces deux personnages en train de discuter, tous les deux prisonniers travaillant à la bibliothèque de Syracuse. Et d'ailleurs, je fais passer Illes, quand il est libéré de Syracuse, il va accompagner Aristoclès, qui va s'appeler Platon après, il va l'accompagner à Athènes pour créer la première académie de philosophie de Platon. Et puis, il va rentrer au pays pour créer des écoles. Et c'est là où on a la tradition, mais malheureusement pas dans les villages, mais dans les villes numides. Il existe une tradition où toutes les villes étaient dotées d'une école, l'école des Lumières ou les fils de Lumière, où on apprenait la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, etc. Et évidemment, et le grec. Et on apprenait aussi, d'ailleurs même les Carthaginois à l'époque, apprenaient aussi le grec dans leurs académies. En fait, Platon, il s'appelait Aristoclès parce que c'était son père qui s'appelait Ariston d'Athènes. C'est en rapport avec ça? C'était son vrai nom, C'était son vrai nom parce que son père, il s'appelait Ariston. c'est ça. Oui, d'accord. Et puis, donc, le vrai nom de Platon, c'est Aristoclès, qui est le père, le fils de Ariston d'Athènes, donc, c'est de là venait sa descendance. Donc, vous avez aussi, en fait, mentionné l'Église Yarbal, et vous avez parlé de la période de Carthage. Donc, ça serait bien si vous Voilà, pouvez nous relater, c'est par rapport à Hannibal aussi. Qu'est-ce qui est le lien exactement. avec Hannibal? Ben, on ne peut pas parler de la Numidie sans parler de Carthage. Parce que finalement, je revois tous les mythes qu'on nous a inculqués d'une manière éclairée, mais à ma manière, évidemment, en parlant notamment du mythe de Didan ou Élissard de Tyr. Quand elle est venue, elle a échappé à Tyr de son frère Pygmalion. On lui a donné une parcelle de terrain, on humidie, tout ça, c'est ça. Voilà. Et donc, je fais intervenir un dialogue. Donc, Yarbal, que l'on décrit comme un homme à moitié idiot avec une peau de bête qu'il habillait, euh, alors que c'était un roi qui habitait déjà un palais, et avec qui Élissa de Tyr, donc la princesse tyrienne, elle négocie un bout de terre. Et elle, qui est d'origine aristocrate, elle lui dit, bon, vends-moi un bout de terrain. Et lui, il dit, mais je ne peux pas te vendre de la terre ne m'appartient pas. Donc elle ne comprend pas ce langage. Pour elle, un roi possède ses sujets, c'est son, c'est sa terre. Il lui dit, ben, chez nous, les Berbères, c'est nous qui appartenons à la terre, c'est pas l'inverse. Et donc, j'engage le lecteur justement à réfléchir sur toutes les traditions qu'on avait et qui malheureusement ont disparu parce qu'on a été envahi par plusieurs, plusieurs, plusieurs envahisseurs qui nous ont inculqué ou qui nous ont imposé leur façon de voir. Et finalement, elle obtient pour un petit, ce qu'on appelle birsal, une peau de bœuf, elle obtient, et lui, par plaisanterie,
elle lui montre, parce qu'à l'époque, l'argent n'avait pas de valeur, même chez les Berbères. On ne savait pas ce que c'était la monnaie, l'argent et l'or. Donc c'est une histoire qui est racontée par des colonisateurs, justement, pour minimiser le fait que on a accueilli des Carthaginois, dans un premier temps, qui nous payaient un loyer et qui, une fois devenus forts, se sont abstenus de nous le payer et même, allant plus loin, jusqu'à coloniser une partie de nos territoires, jusqu'à jusqu'à Naba actuellement, jusqu'à Tbessa. Donc ça, c'était des territoires qui étaient envahis petit à petit par, par les Carthaginois. Alors, il faut savoir que les Carthaginois étaient partagés en deux clans qui gouvernaient. Hein. C'était Mhm. pas, c'était une monarchie à deux têtes, bicéphale. Il y avait le clan des Henna et le clan des Barcides. Les Barcides, c'était plutôt des militaires, dont l'arrière-grand-père, le grand-père et Hannibal. Lui. Les Barcides ont compris très tôt que pour réduire la résistance des Berbères, il fallait créer des relations matrimoniales. Et c'est pour ça qu'on va avoir on a des exemples hein, que Gustave Flaubert a écrit dans Salammbô. Salammbô, c'est une histoire, c'est Salambal. Donc je revisite l'histoire de Salammbô à ma manière, avec un intérêt particulier, c'est que les Barcides et les Mes'iles avaient des liens matrimoniaux. C'est pour ça qu'on dit qu'on quoi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous le confirmez peut-être. Hannibal, sa mère était berbère, n'est-ce pas? Non, pas Est-ce que sa c'est mère. vrai? Non, non, pas sa mère. Sa tante, sa tante, donc la fille de son père, était mariée au frère de Gaïa. Ah, d'accord. Ensuite, un des princes qui s'appelle Narbal, quand pendant cette période de la guerre des mercenaires, il a aidé finalement Abdelmelkar, qui est le père d'Hannibal, c'est son oncle. Euh, vous verrez, après, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste suivre les détails du fait qu'il y a eu des mariages mixtes de la part d'une fraction des Carthaginois qui s'appelait les Barcides. Les Hanna, au contraire, c'étaient des aristocrates purs. Ils ne voulaient pas se mélanger avec les sauvages qui étaient pour eux les Berbères. Donc, il n'y avait pas une hégémonie, on va dire, assez construite autour de Carthage. Il y avait deux clans. Et ces deux clans, d'ailleurs, se faisaient la guerre à leur manière pour prendre le pouvoir et pour diriger le pays. Donc Ouais. Hannibal est très proche des Berbères parce sa famille a des alliances avec les Berbères. D'accord. C'est- Son général, quand il va passer ses 17 années à combattre les Romains en Espagne, Avec l'histoire des éléphants, tout ça. exactement, bah, son général de la cavalerie, c'est le frère de Narbal, qui s'appelle Maharbal. Et tous les deux ont leur maman qui est carthaginoise. D'accord. Le fils de Gaïa va épouser la tante d'Hannibal. Enfin, D'accord. il faudrait avoir un schéma pour comprendre, mais c'est un peu, pas très compliqué, mais c'est un peu difficile à expliquer sans avoir un schéma ou sans avoir un tableau avec Tout à fait. la hiérarchie, oui. Denis, je profite un peu de votre savoir de l'histoire de la Numidie et on a beaucoup d'idéologues actuellement qui essaient de justifier l'arabité de l'Algérie et de l'Afrique du Nord par le fait que les Phéniciens, ils sont d'origine arabe, ils sont venus, c'est eux qui ont ramené la langue arabe chez nous, et comme quoi l'arabe, elle vient enfin, il y a un lien avec la phénicité. Donc, est-ce que vous confirmez ça ou pas? Est-ce que c'est vrai que les Phéniciens sont c'est des Arabes d'aujourd'hui, c'est les ancêtres des Arabes d'aujourd'hui, et qui expliquent un peu l'arabité de l'Algérie. Pas du tout. Alors, je suis romancier, d'accord, j'interviens en tant que romancier, mais j'ai aussi un background académique qui me permet de réfuter cette affirmation qui n'a rien de vrai. Mhm. Euh, ça Le voudrait Phéni- dire, Donc le ça voudrait phénicien dire n'a rien quelque à voir avec la langue arabe. Le phénicien n'a rien à voir avec la langue arabe, c'est ça? Non, les Arabes faisaient partie du groupe sémite auquel appartenaient les Phéniciens, les Chaldéens, les Sumériens, les Assyriens, etc. Donc ça, il y a tout un groupe
Mais qu'est-ce que nous avons à voir avec les Cananéens qui seraient venus à un moment donné habiter du côté de Cirta, du côté de Constantine, et qui ont créé des colonies. Les Phéniciens sont venus uniquement occuper le littoral, parce que leur objectif final, c'était d'aller au royaume de Tarteiros en Espagne, entre l'Espagne et le Portugal aujourd'hui, qui était très riche en minerais, du zinc, du fer, ils ont même trouvé de l'or. Et donc, en partant à vide, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient énormément de la valeur. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas créer des échelles? Comme les bateaux étaient des bateaux à rame, rarement à voile, donc en passant par la côte, donc ils s'arrêtaient toutes les nuits et ils se sont rendus compte que là où ils s'arrêtaient, il y avait des autochtones qui venaient leur proposer des peaux de bêtes, du miel, de la cire, des produits locaux. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas enrichir l'allée jusqu'en Espagne, et après en Espagne, on remplit les bateaux de fer, de zinc, de plomb, et peut-être pas de plomb à l'époque, mais pourquoi pas, il faudrait creuser la question, et de rentrer en Phénicie pour créer une manufacture de vaisselle qui se vendait très très bien, par exemple en Égypte. Ils faisaient des plats, ils faisaient des cuillères, des fourchettes, des couteaux, etc. Donc, je ne vois pas le lien entre les Phéniciens qui sont venus d'abord par la côte. Euh, le seul exemple dont on est sûr, c'est qu'ils sont rentrés jusqu'à Constantine actuellement. Et ils ont créé une communauté dans un petit coin qui s'appelle le Hafra, à côté de l'hôtel transatlantique, si certains connaissent, où on a retrouvé donc la présence d'une communauté cananéenne, avec leur divinité, avec Baal, avec Tanit. Euh, mais les Bal, Berbères bal, étaient ça veut dire Dieu en phénicien. Bal. Baal, c'est un dieu vénutien qui appartient. C'est d'ailleurs, le mot Baal s'accompagne toujours d'un nom. C'est Baal, Bon, c'est le Seigneur. le C'est, Seigneur, voilà, le Seigneur. C'est la divinité chez les Phéniciens. C'est une divinité, voilà. oui. Oui. Et donc, voilà. Après, je ne vois pas franchement le lien entre les Berbères qui étaient là, par exemple à Constantine, les Numides occupaient le rocher de Constantine, le rocher de Carthage, ils l'occupaient depuis les Australopithèques. Donc, ils étaient là bien avant. Je ne vois pas le lien entre les Berbères qui habitaient là et les Phéniciens qui sont venus plus tard pour des raisons commerciales, uniquement. J'aimais bien si vous avez ajouté quelque chose par rapport à votre roman sur Massinissa. Donc, le roman que vous avez donc intitulé encore une fois Massinissa au pays de Massilès. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce livre-là. Sinon, on laissera peut-être les téléspectateurs vont peut-être le commander pour le lire. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce livre? Non, non, je pense que j'ai même trop dit. Il faut laisser le lecteur découvrir. Après, Donc, c'est une série, donc si on commence le premier, il faut lire le deuxième, le troisième, le quatrième, le d'accord. cinquième, etc. Donc là, on n'a plus le choix. Il y en a 10. Je 10, vous l'ai ok. dit, c'est depuis la naissance de Massinissa jusqu'à la mort de Yorota. D'accord. Mais vous avez dit comme quoi ça est allé jusqu'à 4 siècles avant Jésus-Christ, là, pas uniquement de Ah Massinissa, ben, non? oui, oui, je remonte très loin. Mais dans le premier roman, j'essaie de mettre en place le background dans lequel donc la tribu des Massiles a évolué. Bien entendu, je parle aussi parce que j'ai lu tout à l'heure une critique sur mon Facebook. Des gens me disent, vous ne parlez pas de Sifax. Si, si, Sifax, il a sa place. Donc, Sifax, c'est le roi des Maasai Hills. Donc, c'est du Donc, côté de l'ouest, des du morts, ça côté de concerne les morts. l'ouest, c'est ça, qui avait sa capitale à Sig, à l'île de Reshgoun. Donc, Rushgon. voilà, on est plutôt du côté de Tlemcen, sur les bords de la Tafna. OK. Et après, il a fait des alliances avec les Romains, mais j'en dis pas plus parce qu'il faut laisser le lecteur aussi découvrir.
Exactement. Donc, voilà, je résume. كان ذاك أمبرو دوني شتين يوران كيكين عشرة يحريش نوذليس كيكين ميسما ما سينيسا يحكي كيكين مزروي الجدود ما سينيسا مذوية كانت ثالث ما سينيسا ألما يوغورثن. Au fait, j'aimerais bien savoir, après Jugurtha, vous avez dit vous avez arrêté vos volumes jusqu'à la période de Jugurtha. Mais après, il y a Juba 1, Juba 2, il y a Ptolémée. Est-ce que c'est un projet ou vous avez des. Le projet existe, cependant, je vais vous avouer un truc. Oui, Quand on travaille, quand on fait un travail d'immersion, à un moment donné, ça devient une obsession. oui, J'ai l'impression de ne plus vivre au XXIe siècle. Donc, il fallait absolument que j'arrête, que je fasse une pause. oui. Et toujours, je suis en bonne santé, alhamdoulilah, pour l'instant, ça va. Je travaille aujourd'hui sur une trilogie qui est plus personnelle. C'est l'histoire de ma propre tribu, l'histoire de ma famille, qui se situe à la fin de l'Empire ottoman et le début de la colonisation française. Donc, il y aura une trilogie là-dessus. Mais je travaille aussi parallèlement, parce que j'ai deux, trois cerveaux qui fonctionnent en même temps. Je travaille en même temps sur alors Juba 2. J'ai une amie qui a écrit là-dessus, j'attends qu'elle le publie. Et par rapport à sa publication, qui publie aussi avec moi chez Casbah Édition, j'attends de la lire pour pouvoir me positionner, peut-être faire autre chose ou, ou, ou- ou me satisfaire de ce qu'elle a fait et de continuer. Par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, Tiqfarinas, sur lequel j'ai écrit beaucoup, et je compte terminer mon projet avec Qusayla, c'est-à-dire l'arrivée de Uqba bin Nafa, et le Kahina avec Moussa ibn Nusayr. Donc voilà, je terminerai ma responsabilité d'auteur pour rendre compte de ce qui s'est passé dans notre pays et les différentes résistances que nous avons menées pour essayer d'exister tout simplement. Et après, j'explique dans le détail tout l'apport spirituel. J'explique la religiosité des Berbères. J'explique les coutumes, les cultures. J'essaye de les faire revivre. C'est pour ça que je vous dis c'est un travail à la fois passionnant mais éreintant parce que j'ai l'impression d'être immergé tout le temps, de ne pas sortir. Parfois, j'oublie de manger, hein. Quand je commence à écrire, je m'oublie. Voilà. Et donc, il faudrait que ça soit euh, une autorégulation de mon cerveau pour me dire, attends, il faut revenir à la réalité. Il faut. Bon, heureusement que j'ai deux cours par semaine aujourd'hui qui me permettent déjà de vivre, de payer mon loyer, mais en même temps de rester collé à la réalité. Alors, l'actualité, je m'intéresse. Je suis aussi journaliste. J'ai arrêté le journalisme en Algérie depuis que j'ai commencé à écrire. Sinon, j'ai été chroniqueur euh, dans différents magazines algériens pour lesquels j'interviens surtout soit sur l'aspect patrimoine historique et touristique, ou alors sur l'actualité parce que j'adore euh, l'histoire de la Révolution. Mais de mon point de vue, sans rentrer dans les polémiques que l'on peut connaître aujourd'hui à travers les différents intervenants. De l'Échiquier, nous avons vraiment de la chance de vous avoir et les générations futures ont de la chance aussi de voir passer à travers notre histoire de la Numidie et de Tamazra un homme du nom de Chiti Denis qui nous a transmis beaucoup de savoir sur notre histoire. Les ondes d'ombre qui sont à peu près autour de la période d'après Jugurtha jusqu'à Deya, Kousseila. Comment vous expliquez que la plupart des personnages historiques ça tournait autour du pays Chaoui, là, de toutes de Massinissa, Jugurtha jusqu'à Deya, Kousseila. Monsieur Rachid, le problème qu'on a en Algérie, enfin en Algérie, Maroc, Tunisie, c'est le fait que nous n'avons pas assez d'éléments écrits. Nous, Berbères, nous n'avons pas écrit. Ce sont les autres qui ont écrit sur nous. Et Oui. donc, il nous manque de la matière. Et j'invite et j'implore
les archéologues, les anthropologues à faire un travail efficace de terrain pour que nous, auteurs ou romanciers, puissions après prendre le relais et relater, expliquer, définir toutes ces situations qui ont été vécues. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. La Kabylie a vu passer à travers des personnages comme Fermus, Fermus de Ténéa. Je vais écrire sur lui aussi. Merci, mon cher Denis Chitir. Donc, il a يدنا ومارو كيتسوالي مكا إيغوران أذليس وزليس عشرة يحريشن دي فوليوم وين مفكا أزول ماسينيسا au pays des Massiles et différentes كلتا مزواوث ذيك الصغيرين كاسبا إكس الحي ومارو مولود عاشور إخسانيس دي تلوي ذاك الزغام يموت ذاكن أبغي يغث ذي صغيرين كين أمازون زمث دارب مشار يسعى أشرا يحريشن دي فوليوم دا زمامة تولي ميوكا مزروي لانيميدي سبوا سميت فذا كني سي ثالث نيران القانون قبل ثالث نعيسى ألما يوغوثن ودقار مس دوني شتي مازال كي كان امينو ثالث دولة دغا ثالث نيامي كشمي طوكيين ألما مكني كشمن فرنسيين لكن داني تسوجاد أذليس غفواش ولتيس إدي تكفل إزورانينس وكي ذو ذمكان يارين فقاوني نساوي وكنا نصراح نكون نفرح يلتي كلت مايلي كان تسيدينا كي يرجز نسلاوينا نتاغونا في مزروينا سوسي دي je vous laisse peut-être me dire votre dernier mot Denis Chité. Merci beaucoup à vous. C'est ma première télévision. Hein. Wow. Je suis quelqu'un de très discret. Pendant toute la période de l'écriture, je ne me suis pas adonné comment dire, à faire ma communication. Je pense que c'est un peu trop tôt, mais quand vous m'avez proposé, j'ai dit pourquoi pas. J'ai toujours refusé pour l'instant parce que je ne me sens pas prêt à en parler d'une manière fluide. Je préfère écrire. Donc chacun a son domaine de prédilection, mais en tout cas, je vous remercie et compte tenu du fait que je produis, que je crée énormément, je pense qu'on se reverra sur d'autres bouquins. Certainement, et nous sommes très, très honorés que notre télévision TQ5 soit votre premier organe médiatique audiovisuel dans lequel vous vous êtes exprimé, et comme vous l'avez dit, certainement il y en aura d'autres occasions, notamment quand vous allez sortir votre trilogie sur l'histoire de votre famille, mais aussi sur la période ottomane jusqu'à la venue des Français en Algérie. Et ceci dit, nous sommes peut-être juste une petite parenthèse. Oui. En Algérie, le 5e roman va sortir bientôt. Voilà. Toujours. Donc, on galwis comme ça, ne m'acheter Denis الدفاع قوسنا كين غير تزرقين كتبة ذي ألجي إسيان مليل ذو ما ونظن ذي سنتا نظن أو دينير قيمة ذي ثلويث أيلا سكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أرازون قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلاب نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا ريسكوسن نصبرس دات كيد هنا هما سكلان داس مدس أكتسي بكليوين إقبيليين زعما ما تعاونام استللت ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكو ضغرو شدون جو فاند مي